Métier, le chalav akoum, donc comme ça s'écrit, le chalav d'un goy, des kochavim ou mazalot. C'est ça les rachetérot, l'abréviation de akoum. Ce sont donc ceux qui font qui vont idoler eh bien, les étoiles et les signes astrologiques et tout ce qui est eh bien avodah zarah. Donc on va parler à Avodaï le lait du goy. Le lait du goy, on a dit donc que la Gemara dans avodah zarah, page 35, eh bien on a décrété un décret. D'accord? Donc une xéra, dans laquelle eh bien, on va interdire le lait d'un goy. Et comme j'ai dit toujours, la Gemara te donne une raison apparente à l'interdiction que la Torah, que les Chachamim vont t'interdire. Et là, ils vont dire, tu sais pourquoi je t'interdis de boire le lait cachère? Je parle du lait cachère, parce que si c'est du lait de truite, si c'est du lait de chamel, si c'est du lait d'ânesse, ça virlal, c'est interdit par la Torah. Pourquoi? Chaque chose qui sort d'un corps impur sera soi-même impur. Donc, si je bois le lait d'une chamelle, je transgresse l'interdiction de la Torah. Au même titre que si j'avais mangé la viande de chameau. On est d'accord? Parce que ça sort minatame. Et donc, j'ai pas besoin que les hachamim interdisent du lait de chamelle. Alors pourquoi je te dis que c'est une interdiction de la Gemara? C'est une interdiction d'ordre rabbinique. Simplement, pour dire que même si c'est du lait cachère, donc c'est du lait de vache, c'est du lait de chèvre, c'est du lait cachère 100%, malgré tout, tu n'auras pas le droit de le boire. Pourquoi? C'est ça ce qu'ils font les chachamim. Ils viennent toujours te mettre sur un décret, ils viennent te mettre une barrière pour ne pas tomber dans le bord. On a dit donc le bord c'est ce fossé mortel. On te met une barrière. C'est quoi le fossé mortel? C'est l'interdiction de la Torah. Donc de boire du lait de chamel, c'est pas d'ailleurs interdit. Alors les chachamim sont venus, ils t'ont même interdit un lait permis. Pourquoi ils vont l'interdire? Tu sais pourquoi? Parce que si tu bois le lait de vache, qui est le plus courant, et ainsi que tous les autres laits cachères, eh bien on craint que le goy lui-même il rajoute. C'est quoi il rajoute? Il a une ferme, et il doit maintenant eh bien, avoir un quota. Son quota de lait, il doit atteindre, on va dire, 1000 litres pour tout le village. 1000 litres pour tous les habitants. Et voilà qu'à la fin de la journée, ces vaches, elles ont fait la grève de la faim. Elles étaient fatiguées. Ou bien c'est des vaches elles étaient susceptibles. Elles venaient d'un certain pays, je vais pas dire d'où. Et là-bas, elles se sont vexées. Elles se sont dit non, il n'a pas été gentil avec nous, on fait pas de lait. Donc pas de bras. Elles disent non, on refuse de coopérer. C'est pour ça que c'est pas une coopérative. C'est quoi une coopérative? C'est quoi une coopérative? C'est quoi une coopérative? C'est quoi cette notion? C'est quoi? C'est quoi? Quelqu'un qui travaille pour un. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les. Pourquoi avec le lait, avec le beurre, avec les comment dire, les œufs, pourquoi il y a des coopératives? Il y a simplement il y a des vaches, pardon, il y a des fermes dans tout Israël, des kibbutzim. Quand chacun il a, je sais pas, lui il a 1000 têtes, l'autre il a 2000 têtes, il a 1500. Alors, viens maintenant, Nouva, donc c'est la plus grande coopérative d'Israël, ou Tara, d'accord, un des deux, et ils disent voilà, nous ces kibbutzim vont travailler pour nous, nous on te vend, toi tu nous produis, tu nous donnes ta production, et nous on te les vend. Donc c'est ça une coopérative. On va s'unir, s'allier toutes les fermes, et de cette manière, eh bien, on va ensemble arriver donc à ce quota. Comment? Oui. Non, les gens coopèrent ensemble. Non, c'est une coopérative. Donc c'est ça, c'est-à-dire que les grands trucs de lait, que ce soit du lait, on a dit toutes les fermes en général, c'est souvent comme ça, d'accord, les kibbutzim. Mais c'est pas chacun qui va vendre son propre lait. Imagine-toi, tu vas au marché, l'autre il te vend un seau de lait, l'autre il te vend 3 trucs, c'est pas comme ça. Donc c'est fait de manière donc, en coopération. Et donc pourquoi? Donc imagine-toi, à la fin de la journée, les vaches elles ont pas du bon lait, il faisait froid, il faisait trop chaud, elles n'avaient pas assez d'herbe, elles n'avaient pas assez de nourriture, donc elles n'ont pas assez de lait. Qu'est-ce qu'il va faire le gars? Il dit attends une seconde. Si maintenant j'arrive pas à mon quota de 1000 litres par jour, eh bien les clients ils vont m'abandonner, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Alors je risque de perdre ma clientèle. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il dit la Gemara, il risque de rajouter quel lait? Eh bien il a dans sa ferme, il a donc des vaches. Donc aujourd'hui ils n'ont pas bien travaillé. Mais à côté de ça il a des juments, il a des chamelles, il a des truies. D'accord? Il a toutes sortes d'autres animaux qui vont donner oui du lait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il risque de rajouter dans son lait, il risque de rajouter du lait taref. Là-bas, si on l'a vu rajouter, c'est l'interdiction de la Torah, le fait de boire du lait eh bien de chamel, c'est l'interdiction de la Torah. Ou d'ânesse. Simplement, nous on l'a pas vu. Nous on a vu maintenant, il nous a donné notre quota, il nous a donné nos 1000 litres de lait comme tous les jours.
et on n'a pas vu ce qu'il a fait. On craint, les Chachamim, c'est ça, les Xéra, les Chachamim, de peur qu'il en arrive à rajouter du lait impur. Et comme il est interdit par la Torah, donc les Chachamim sont venus et ils ont mis cette barrière. Alors, c'est un interdit, quand on mange du lait pachamment, on transgresse un. Une interdiction d'ordre rabbinique. Une interdiction Mais de. les rabbinats ne font plus ça. Mais ouais, de nos jours, il y a plus ça. Hazak, il a fait. Asbémet, vous avez raison. Alors les deux, On c'est a le le droit rabbinat. Non, le lait de goy, le lait impur, le lait tamé, ça c'est d'oraïta. Voilà. Parce qu'on a quoi la yotzem il a tamé. Tamé. Donc comme il provient d'une ânesse ou d'une chamelle ou d'un animal taref, alors même son lait il est taref d'oraïta. Le fait de le boire c'est une interdiction par contre. Mais maintenant ce qu'on t'interdit de boire, c'est même du lait de vache. Tu as vu, c'est du lait de vache, il y a le goût du lait de vache. Tout est pareil. Simplement, on t'interdit de le boire de peur qu'on en arrive, que le fermier en arrive eh bien, à rajouter du lait impur. Alors, vous allez dire, ouais, mais ça n'existe plus. Ou bien, tu sais quoi, je vais dans une vache, 100%, je vais dans une ferme dans laquelle il n'y a que des vaches. Donc il n'y a plus de problème, il n'y a ni chameau, ni truite, ni rien du tout. Donc a priori, il n'y a plus d'interdiction. On te dit non. Parce que comme les harim l'ont interdit, vous vous rappelez, Falpi chez Batel à Ta'am, le Betala, etc. Vous vous rappelez à Batel, ce fameux truc-là, il est important, il faut se rappeler toute notre vie. D'accord. On n'entend pas tous les jours dans la vie de tous les jours celui-là. Un Falpi. Un Falpi, on peut l'écrire en rachet comme ça, vous savez, c'est vrai? Oui. Je vous l'écris en vrai ou ça va? Non. Un Falpi chez Batel à Ta'am, l'eau Betela à Gezera. Il y a bien que la raison ne s'applique plus, bien le décret subsiste. Les Chachamim, ils vont instaurer l'interdiction qui vont passer le temps, qui vont passer les événements, les conjonctures et les situations. On dit non mais on est dans une situation différente. Non, ça c'est vrai pour les rabbins réformistes. Les rabbins réformistes vont dire non mais dans cette situation, dans ces circonstances, c'est pas comme ça que la Torah interdit. Ils vont te chercher toutes sortes de pirtzot et d'ouverture et d'exception à la règle. La Torah te dit non, il n'y a pas d'exception. Donc si tu fais, même si c'est pas logique, c'est pas logique. Dis-moi à l'autre époque, t'as déjà vu dans un supermarché, même à Conforama, alors au marché, t'as déjà vu qu'ils vendent du lait de chamel ou pas? C'est pas là-bas comment ça? À Ikea, où ça se vend? À Franprix, t'as déjà vu qu'ils vendent du lait de chamel ou pas? À Auchan. Ils vendent du lait de chamel ou pas? Pourtant, mais à notre époque, tous les trucs on fait, ça n'existe pas ce genre de choses. Du lait de chèvre, on en trouve, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut en trouver. Encore, il va y avoir un nutritionniste qui va se réveiller dans, je sais pas, dans 10 ans, il va inventer un nouveau truc, c'est super bon pour la santé, d'accord? Mais c'est pas courant, c'est pas de chameau, c'est pas. Ça peut arriver, mais ça, à mon avis, ça doit être très 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 rare. En tout cas, il faut savoir, Botaï, je l'ai dit et je le répète, que, comme ça il explique le Aruch HaShulchan, que chaque fois que les Chachamim ont instauré quelque chose, ils te donnent une raison apparente qui des fois dépasse notre logique. C'est vrai, il faut dire la vérité, mais c'est pas possible, on est tellement loin de la réalité. Mais à côté de ça, il faut savoir que les Chachamim, ils voient beaucoup plus profondément que ce que nous, on peut concevoir, et ils ont aussi des raisons al-pi Kabbalah. Ils ont aussi des raisons, eh bien, ésotériques, des raisons mystiques, qui ne te donnent pas. Eux, ils te disent, voilà, t'as pas le droit à que du lait impur. Ils te donnent la raison. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut comprendre que la Torah, elle est extrêmement profonde, elle est émette. Comme c'est une Torah t'émette, alors ça dépasse notre entendement, il faut le savoir. Que les Chachamim te donnent une raison parce qu'ils n'ont pas envie que tu sois bête. D'accord? Mais à côté de ça, sache qu'ils ont d'autres raisons qui sont cachées, qui ne te donneront pas, forcément. Et même si tu ne comprends pas ou tu n'es pas d'accord ou que les circonstances ont changé, eh bien le décret subsiste. On raconte à ce propos que eh bien, un des grands décisionnaires du siècle dernier qui s'appelait eh bien, le Rav Yechiel Michal Epstein. Vous savez que Michal c'est aussi un nom de garçon, vous savez? Michal c'est aussi un nom de garçon. Comme Simcha. Yechiel, comme Simcha. Yechiel Michal Epstein, d'accord? Il a écrit ce qui s'appelle le Aruch HaShulchan. Et il était Rav dans la ville de Novgorod. Et là-bas, il y avait un riche commerçant qui était dans cette ville. Et il lui disait que chaque fois qu'il était en déplacement, il allait dans telle ville, et il allait s'approvisionner eh bien, du lait chez un épicier du quartier qui était succulent. Le lait, il était d'une qualité extraordinaire. Donc il a dit ça au Rav, il a raconté ça au Rav. Top. Alors le Rav, il a entendu ça, c'est bizarre ça. Il a dit, demande à ces commerçants, demande à cet épicier d'où provient son lait. Top. L'homme d'affaires, donc la semaine d'après, le mois d'après, il a fait ce voyage, il arrive là-bas,
Il va demander à cet épicier, dis-moi, d'où vient ton lait? Nous, dans notre vie, le lait, il n'a pas le même goût, il n'a pas la même texture. Chez toi, il est onctueux. Ah, il a répondu comme ça. Il a dit, sache que tous les matins, je vais chez le boucher, je lui demande de me donner ses cervelles, de tous ces animaux, d'accord? De la viande qu'il vend, et je vais la cuire avec ce lait pour lui donner tout simplement cette texture crémeuse et onctueuse. C'est comme ça que le lait est tellement bon. Des fois, tu as du lait très, très crémeux comme ça. Alors à ce moment-là, le monsieur, ce commerçant, il a dit au Rav Epstein, il m'a dit, regarde, Kama Emet du Rachamim. Moi, je pensais que j'étais plus Racham que les autres en disant c'est bon, j'ai du meilleur lait que tout le monde. J'ai pas fait attention de ça avec le lait, je pensais que le lait c'est du lait, il n'y a pas de problème dans un lait. C'est une matière première. Tu as raison. Simplement, les Rachamim, eh bien, ils voyaient les choses avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de perspicacité, et il faut savoir que les paroles des Rachamim sont toujours vraies, sont toujours justes. C'est à nous juste de les accomplir et de les appliquer à la lettre, même si on ne comprend pas toujours. Oui, merci. Oui, on dit que chaque chose qui a cachère, il existe la même chose, le même goût cachère. Ça veut dire que s'il était bon, il aurait pu trouver un lait très bon sans qu'il soit cachère aussi. Ouais, c'est vrai. Dans le principe, vous avez raison. Maintenant, je suis pas. Il faudrait demander à un grand chef cuisinier qui vous donne une correspondance dans le domaine du cachère. On peut le trouver. Mais là, il s'agissait tout simplement d'un lait qui était très bon et il s'est dit bon, voilà, tu vois qu'il n'y a rien à craindre, c'est que du lait de vache. Donc, à Botaï, pour que le lait soit considéré comme étant du lait chameau, donc il y a du lait qui est préservé, qui est gardé, qui est surveillé, et du lait qui n'est pas chameau. Donc quand c'est du lait pas chameau, on appelle le halav akoum, le lait d'un goy. D'accord? Et le lait chameau, le lait donc gardé, c'est quoi le lait chameau en bouteille? Halav chameau, c'est tout simplement, eh bien, de désigner un juif qui sera préposé à la surveille de la traite. C'est lui qui va devoir surveiller tout simplement la traite. Ok, on va lui dire voilà, on va voir un juif, on lui dit voilà, tu vas aller dans l'usine, tu vas aller dans la ferme, et pendant tout le temps de la traite, tu vas surveiller tout simplement, eh bien, comment ce lait va être traité. Et voilà que Béhémet, on te dit, okay, quoi, c'est-à-dire quoi? Que le juif lui-même, il a besoin de traire ou pas? Non, il vérifie, c'est tout. Vérifie quoi? S'il a pas mis entre temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin lui-même d'être un fermier. Il doit juste, eh bien, préserver, il doit juste surveiller, il doit juste faire même des allers-retours pour s'assurer qu'il n'y a pas de rajout dans ce lait. Et Afkat Kol ni Abidvan. Alors du coup, Khalab Nafri n'a pas le droit de manger? Personne? Dans le début là. Parce qu'il y a des gens qui... Ouais, depuis qui dit au début? C'est qui moi? Ah d'abord, Khazak. Ah, je connais déjà le principe, d'accord. C'est juste ça prend longtemps, ça prend moins de 3 mois à comprendre. Et les Afkat Khalab Nafri? On va y arriver, mais ça, on va y arriver. Pour l'instant, donc on est encore dans la xéra du Talmud, de la raison, et maintenant on va donner d'abord la surveillance du lait, donc on va expliquer maintenant les conditions requises. Donc sur quelles conditions on va considérer ton khalav comme étant khalav shaman. Ok? Alors on a dit comme ça. À partir du moment où tu as un juif qui se trouve dans les alentours, dans le périmètre, d'accord, de la traite, eh bien on va permettre ce lait. Même si c'est pas lui qui va être en train de traire. Il va juste surveiller, il va juste même faire des allers-retours, même s'il n'est pas là. Ça s'appelle dans la halacha mirtat. C'est quoi mirtat? Tu vas faire peser une crainte sur ce goy, sur ce fermier, sur ce producteur de lait. Il va avoir une crainte en disant que le juif il est dans les alentours, il fait des allers-retours. Ça suffit pour pouvoir permettre le lait. Il n'y a pas besoin d'être réellement là ou de traire lui-même. Non, il peut être juste dans les alentours, faire des allers-retours, ouvrir la porte à chaque fois. Comme quand vous faites un mifran. Ouais, qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets derrière vous, je suis en train de lire un livre. Vous vous dites, il est derrière vous, qu'est-ce qu'il fait? Je fais rien du tout, je suis en train de lire, je suis tranquille. Comme ça, vous dites, il y a quelqu'un qui surveille. La même chose, là, dans la halakha, eh bien, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pas besoin d'être là réellement. Elle peut être devant la porte, dehors, en train de fumer sa cigarette. Ça suffit. Elle peut être au téléphone. Simplement, le gars, il se dit quoi? Il va ouvrir la porte à tout moment. Ça suffit pour lui faire peser une crainte constante qui va nous permettre, eh bien, de boire ce lait. Ah, le juif n'a pas réellement insisté, mais il aurait pu insister. Il aurait pu ouvrir la porte, il fait des allers-retours, il est là dans le coin. Ça suffit. Ah, tu vois, dans ce cas-là, tu sais quoi? Lui, il est à Beauvais, dans son patelin, dans sa ferme. Et moi, je suis à Paris, je lui dis, écoute, j'arrive aujourd'hui. Ça suffit ou pas? Bah oui. Non. Oui, non. J'arrive aujourd'hui? Ouais, j'arrive tout à l'heure. J'arrive, je prends le premier train ce matin. Bah non, du coup, il va savoir que le temps du train, il est tranquille.
Badai qui doit être là. Quand je vous dis qu'il n'a pas besoin de surveiller vraiment chaque fait et geste, il doit être là. D'abord, il doit être là au début. Je suis juste en train de dire qu'il peut faire des allers-retours dans l'usine. Ça oui. Mais il doit être là, réellement, physiquement, il doit être là. Sinon, c'est pas considéré comme étant, eh bien, chômeur, khalaf chamour, il n'est pas considéré comme étant un chômeur. Et donc, on a dit à Badai, il doit surveiller la traite au début, au milieu et à la fin, mais il n'est pas obligé de rester physiquement pendant tout le moment, il peut juste faire des allers-retours. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le cas où on a dit qu'au début de la traite, le juif il devrait être là. Pourquoi Dafka au début de la traite, il est vraiment obligé d'être là? C'est lui qui doit ouvrir le bal, entre guillemets, pour montrer et pour vérifier d'abord eh bien, le seau. À l'époque, on avait un seau, d'accord? À notre époque, on avait des citernes. Il vient vérifier qu'il n'y a rien dans la citerne. Parce qu'imagine, toi, tu es venu, tu étais là depuis le début, mais tu n'as pas vérifié. Il y avait là-bas de la veille, d'accord? Il y avait 10 litres de lait. Donc lui, il est venu, il a continué dessus. Donc tu n'as rien gagné. C'est pour ça que les khatria, qu'est-ce qu'on fera au taille? Ils doivent venir depuis le début pour vérifier le seau, pour vérifier la propreté, même pour des raisons hygiéniques. Vous savez que c'est extrêmement bien. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti dans des traites, dans des fermes comme ça. Il y a une odeur assez forte, mais à côté de ça, eh bien, ils font très attention à la propreté. Ils prennent un carton comme ça, ils nettoient tous les... C'est des citernes, des grandes citernes comme ça, ils nettoient tout nickel, parce que, une fois de plus, il faut savoir que le lait, c'est extrêmement vérifié, c'est extrêmement surveillé. Au niveau hygiénique, au niveau du ministère de la Santé, ils sont extrêmement vigilants et ils vont même être passibles eh bien, d'amendes, de lourdes amendes, si ils n'ont pas conservé, ils n'ont pas préservé toutes les lois et toutes les lois et toutes les mesures d'hygiène qui sont imposées par le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe, Rabota, ici maintenant? Donc j'ai dit qu'il doit être là depuis le début. Tamar, il doit être là depuis il a vérifié donc son seau, d'accord? Il a vérifié la citerne. Ok, tout est propre. On a dit qu'est-ce qui se passe si maintenant il veut sortir et il va laisser une caméra. Dans notre époque, avec les caméras, avec le téléphone, je connais des gens, ils me disent ils ont des usines en Chine. En Chine, je ils m'ont montré. Ils m'ont dit tu vois, je peux te dire, il avait une usine en Chine, une autre aux États-Unis, une autre en Europe, je ne sais plus en Pologne. Il peut voir au même instant, tout avec ses caméras de partout. Il met un truc, ça coûte très cher. Mais il faut qu'il soit tout le temps dedans. Ouais, alors voilà, alors la question à Rotaï, savoir est-ce que ça suffit, est-ce que à notre époque, donc avec ces surveillances par caméra, est-ce que ça suffirait pour permettre ce lait? Est-ce que grâce à ces caméras, on va considérer que le lait est considéré comme étant du khalaf chamour? Si tu dis oui, alors peut-être tu vas inventer maintenant une nouvelle ère dans la Torah, parce que tu vois, il t'a demandé d'être là physiquement. Si tu dis non, bah, qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé d'être présent, de vérifier. Le regard. Finalement, quand tu es derrière ta caméra, tu vérifies ou tu vérifies pas? Le mec, le gars, il a peur, de toute façon, il sent la mais on va présence. dire, si je reste 24 h sur 24 derrière mon truc, et qu'on amène les popcorn et les michocos. Le gars, il sait qu'il y a la caméra, il peut pas Ça faire. s'appelle les chocolats qu'on mange. Bon, mais qui tourne pendant tout le film, t'es en train de manger des popcorn, tu vois qu'il est en train de très. D'accord? Donc t'as rien raté, t'as pas raté l'entracte. Et si on a raté, de toute façon, le gars, il a cette crainte quand il voit la caméra, donc c'est sûr. Il faut savoir voter comme ça. Qu'à partir du moment, eh bien, on a averti, d'accord? On a averti le goy de la présence d'une caméra. Tu dis, tu vois, là-bas il y a une caméra. Vous savez, des fois, tu vas dans les franqueries ou dans les banques, il y a écrit souriez, vous êtes filmé. Ouais, dans le bus. Ouais. Dans le bus, c'est pour ça, non? Dans le métro, il y a ça. Ah, dans le métro, Souriez. ah, pourquoi? Tu dis, mais ils sont bêtes. Et s'ils veulent m'attraper quand je vole, comme ça ils me prennent sur le qui-vive, pourquoi ils m'avertissent? Parce qu'en fait, ils veulent t'empêcher de. l'artia au travail, ils veulent te dissuader, en te disant, voilà, sache que tu es vérifié de partout, tu es surveillé. Et comme ça, tu vas réfléchir à 2 fois avant de faire ton action. C'est que même en Israël, dans les rues, c'est que dans la plupart des rues, dans le centre-ville, c'est partout comme ça, mais même dans beaucoup de trucs, il y a des caméras, on ne les voit pas, nous on ne peut pas les voir. Chez Mishmor, quand est-ce qu'on les voit? Chez Noleda, chez Mishmor, quand il y a eu un vol, quand il y a eu un accident, quand il y a eu chez Mishmor, chez les Sonnets Israël, s'il y a eu des attentats, des choses comme ça, ils revoient tout exactement, d'où il est monté l'arabe, d'où il est monté le Mechabel, par où ils voient tout, c'est-à-dire oui des caméras de partout, on ne le voit pas nous-mêmes. D'accord, des fois ça vient aussi par un avion, mais en tout cas, ils arrivent finalement de manière à retrouver les personnes. C'est-à-dire que BMS, il faut savoir qu'à partir du moment où tu sais et tu avertis eh bien l'ouvrier qu'il y a un dispositif de sécurité, une caméra de surveillance, alors de cette manière, à Botaï, eh bien il faut savoir
que ça nous suffira pour s'assurer qu'aucune substance n'a été adhérée. C'est-à-dire on n'a rien rajouté, on est sûr, parce qu'on lui dit voilà, sache que je te surveille par la caméra, et de cette manière, eh bien, je suis là pour vérifier tout ce que tu fais. Celui qui le permet en détail, c'est une marloquette, mais celui qui le permet, c'est leur grosse, vraiment très grosse, un des très grands poskim de notre génération, qui vient souvent en France d'ailleurs, avec un bedin là-bas, d'accord, vraiment très grosse, un idole adore. Et Bémet, il écrit comme ça, hein, dans un livre qui s'appelle Les Tiva Archev, Bémet, Kenegedze, le Rav Eliashiv. Il dit quoi, il dit quoi? Non. Lui, il dit que oui, d'accord. Oui, juste, c'est aussi pour le début de Le Rav Gross, il le permet, d'accord. Pour le début, le milieu et la fin. Et le Rav Eliashiv ainsi que le Rav Vosner, d'accord, il interdit. Il dit non, la Torah, les Chachamim sont venus, t'ont instauré la présence d'un juif, t'ont imposé la présence d'un juif, il doit être là. La caméra, ça suffira pas. C'est une marloquette. Il faut savoir qu'on pourra s'appuyer. On pourra s'appuyer sur ces caméras, hein, parce qu'il explique à gros, il dit je comprends pas. Il dit va dans la plus grande banque mondiale, dans laquelle il brasse des millions. D'accord. Ça passe dans les mains d'un employé comme ça. D'accord. L'employé, je sais pas, il a fini 12 ans d'études, il a 25 ans, et il est là maintenant, il a dans sa main, il a des millions. D'accord, qui passe, il n'a pas un moment à dire attends, je vais me faire cet argent, après je pars en vacances toute ma vie, personne va. Ça a dû lui passer 350 fois dans sa tête, oui ou non? Oui ou non, une personne qui n'a pas de moussard, qui n'a pas de morale, de travail, ou qui va dire tiens, à tout moment, il dit je le fais. Mais qu'est-ce qui l'empêche finalement de prendre l'argent? Tu crois que c'est la photo du truc qui est comme ça, dans son. Ils sont toujours comme ça, ils sont toujours fatigués sur les vies en général. Tu crois que c'est lui qui l'empêche de faire la caméra? Non, il se dit regarde, il y a des caméras. Je risque de perdre mon travail, ma renommée, je risque de perdre tout ce que j'ai fait dans toute ma vie. Non, je ne suis pas prêt à le faire. Oui, je dirais gros, ça suffit les caméras pour dissuader une personne de mal agir. Donc, si ça marche au niveau législatif, au niveau de la loi, au niveau de la police, eh bien, pour forte raison, ça marchera au niveau de la halakha. Donc, vadaï, que si les khatrila, on doit quelqu'un sur place, c'est mieux, c'est ce qu'on fait nous les khatrila. Mais si maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as une usine en Pologne, il fait moins 17 degrés. S'il y a un petit juif comme ça de machin, il va là-bas, le temps qu'il arrive là-bas, il paraît que il va se décomposer jusqu'à qu'il arrive là-bas. Donc il dit dans ce cas-là, Bédia Avad, a posteriori, on a sur qui s'appuyer. Mais Vadaï, que je répète, que nous, les khatrila, a priori, eh bien, on nécessitera la présence d'un véritable surveillant. Il doit être sur place. On a dit qui va être habilité à être un chômeur, un surveillant juif. Toute personne, tout juif, même s'il n'a pas encore atteint la bar mitzvah, d'accord, pour un garçon, même lui, ce sera moutard. Pourquoi ce sera moutard? Parce que tout simplement, ici, il ne s'agit pas d'une étude. Non, simplement, ici, il ne s'agit pas d'un acte. C'est que normalement, dans la halakha, s'il n'a pas 13 ans révolu, ça ne marche pas. Mais là, dans notre cas, nous, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on veut juste quelqu'un qui nous répète ce qu'il a fait. Le gars, il est venu, il a fini de traire sa vache. Après, il est parti chercher chez Chamal, il a commencé à la traire. Ça, il peut le raconter à un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il peut le raconter ou pas? En fonction de son éveil, un enfant qui est éveillé. Fif, comme ça, il est très tête sur les épaules, il te dit non, j'ai vu ça, il va répéter tout de suite. Tu lui donnes un téléphone, tu m'appelles, il est tout content, il va donner un téléphone, un truc, un talkie-walkie. D'accord. Tout de suite, il va maintenant rapidement décrire ce qu'il a vu. Alors à partir du moment où il va décrire ce qu'il a vu, ça suffira. Les Chachamim nous disent même à partir de 6 ans jusqu'à 9 ans, en fonction de l'éveil de l'enfant, on pourra s'appuyer. Non, parce qu'après c'est sûr que c'est permis. On pourra s'appuyer même sur la édoute d'un surveillant juif, même s'il n'a pas encore atteint la barre mitzvah. Mais il comprend peut-être rien et il rêve. Non, c'est pour ça que je veux dire, en fonction de son éveil, si qu'il ne sait pas exactement bien, dès que le gars il va lui dire quelque chose, il dit prends ce bonbon, va jouer au billes et reviens après dans un quart d'heure. Si l'enfant il écoute parce qu'il est pas assez. D'accord? Là, ça ne marchera pas. Je parle d'un enfant, il a la tête sur les épaules, tu sais, les petits Israéliens, vous savez pas? Ils ont 5 ans dans la rue, ils commencent à te faire du truc. Il te dit, c'est lui qui te dit quoi faire. Bien dans le bus, il commence à prendre les choses. Voilà, donc ceux-là. Si plus il est éveillé, mais c'est un petit français comme ça qui dit oui, je sais pas comment quelque chose. Mais alors on attend qu'il ait 9 ans, comme ça on est sûr qu'il comprend bien, qu'il sait décrire, qu'on ne va pas pouvoir l'embrouiller. Et dans ce cas-là, on s'appuie dessus. Oui, bah tu vas. On avait dit qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles Nachi était à son ils n'ont pas dit. Alors comment ça se fait que le Rav s'y permet? Non, parce que ça reste surveillé. Là, eux ils disent, au début on a dit tout à l'heure, dans notre ville il n'y a pas d'annexe, d'accord? Il n'y a pas de truie, il n'y a pas. Donc tu vas dire, bah ça devient permis, on te dit non.
il faut que ce soit surveillé. Qu'est-ce qui est considéré comme surveillé? Moi, je surveille. Je mets une caméra et je surveille. On peut le faire, on peut vraiment le faire. Je mettrai une caméra ici pendant un mifran, je vous verrai exactement à chaque fille qui bouge et quelle fille qui bouge pas. Au contraire, on va encore mieux, parce qu'on est extérieur, on peut plus surveiller. Donc moi ça s'appelle surveiller, c'est khalaf chamour. Khalaf, ça ne vient pas dire qu'il ne faut pas que ce soit chamour. Tout à l'heure, on veut dire, est-ce qu'il y a besoin de khalaf chamour quand il n'y a pas d'animaux impurs dans la ville? Moi je suis en train de vous dire, non, même s'il n'y a pas d'animaux impurs, il faut khalaf chamour. Mais qu'est-ce qui est considéré comme chamour? Est-ce que j'ai besoin d'être là physiquement ou de mettre une caméra? Même une caméra, hein, ça pourrait marcher. Une fille aussi, elle peut faire chamour. Même une fille, elle pourrait être chamour. Pour ça, J'ai une question. oui. Si c'est interdit dans le Ravline, pourquoi il y a tant de gens qui mangent Bachamour et il y a la Khazak, on va y arriver. Bravo, bravo. Je vois que c'est une. Ça vous tient à cœur, peut-être, ce sujet en général, je sais pourquoi. Parce que des fois, il y a du Etihara qui est très très bon. C'est dur à s'en séparer. Il y a du Etihara, ça ne nous parle même pas. Tu vois, on te parle de tout, ça me dit rien, des choses comme ça, des bêtises. Mais quand c'est bon, d'accord, ça nous laisse, ça nous fait pépier les babis, ça s'appelle. Pépier les babis, on dit? Les babis babis. Non, les babis. Non, les babis. Les babis. Pépier les babis. Non, pépier, je sais pas, mais. Les papilles, les babis. Ça existe pas. Non, les babis. Ça existe pas. Les papilles. Alors, ça fait quoi? Les Pépier les Il babis. y a un truc qui fait babi aussi. Non, je suis sûre que c'est Il y a un babis. babi. Pépier les babis, je crois, mon l'obsède en tout cas. En tout cas, on a la salive qui nous monte, on dit ah ouais, j'aimerais bien manger. On va voir, mes Hachem, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Oui. Si c'est un juif qui n'a pas dit Hachamay, mais aussi, lui aussi, il pourrait rajouter du lait de Vous avez raison. Vous avez raison. Simplement, l'honneur chez lui, Israël, il y a des choses que les Chachamim ont vu. Voilà, les Goïm, eux, on a une crainte sur eux. D'accord? Même quand c'est un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, dans certains domaines, on va lui donner le même statut qu'un goy. C'est dur, mais c'est comme ça. Dans le vin qui a été touché par un juif qui est Mechal Shabbat, son vin il est considéré comme si c'était un goy qui a été touché, il faut le jeter. Mais pas dans tout. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, si vous allez ici, à Angel, d'accord? Vous allez à Berman, vous achetez du pain. Et maintenant, vous voyez tous les gens là-bas, personne n'a kippa. Et pourtant, on a vu, enfin, on n'a pas encore vu, on verra bien la chaîne, que manger le pain qui a été enfourné par un goy, c'est interdit. Si tu dis que Mechal Shabbat, c'est comme un goy, donc je n'ai pas le droit de manger son pain, on te dit non, c'est pas de Kedekar. On met des limites. On le considère comme un goy dans des domaines très précis. C'est la shrita, c'est la sofroute et c'est le vin. Parce que c'est des domaines dans lesquels écrire et de se faire écrire des scribes. Dans ces domaines, on demande une vigilance particulière. Il faut être très très baki, c'est très compliqué. Alors dans ce cas-là, on va les donner comme un goy. Mais sinon, les autres trucs, il veut enfourner le truc, il n'y a pas de problème. Ah, pourtant, avec une goy, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus d'interdiction. Ok, à vos tailles. Donc on a dit qu'à partir du moment où est trait par un Mechalel Shabbat, par un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, ou même si c'est quelqu'un qui est koffer, qui est mécréant, qui ne croit pas en Kadosh Baruch Hu, eh bien, l'interdiction de les chameaux ne s'appliquera pas sur un juif, même si c'est un juif qui est très loin de la Torah. Mais après, ça va par les Ashgarat, quoi. C'est chacun avec ses Ashgarat, du coup. Non, c'est-à-dire que selon je sais pas si vous êtes déjà passé dans une ferme à Bretagne, mais ça sent pas très bon. D'accord? Ça s'appelle ferme parce qu'il faut. C'est très. D'accord? En général, même si on trouve des juifs là-bas, c'est pas des grands tzadikim. C'est normal, c'est des tzadikim qui se remettent à virage. En général, c'est pas eux qui vont travailler avec les vaches, les prendre. Ils prennent souvent des. Moi j'ai déjà vu des Philippins, j'ai déjà vu des Arabes, j'ai déjà vu des. Bah, qui surtout sortent comme ça de Gouin en général. Donc à partir du moment où il y a un juif par-dessus, ça suffit. Oui, Nami? Non, je voulais dire un truc, mais c'est bon. Vous voulez donner une réponse? Ouais. C'était le chinois ou le noir? Aucun. Non, c'était. Bon, tant qu'il y a de la khatita. Il y a la maison que j'appelle beaucoup. C'est très bon. D'accord. Top, donc on a dit à Montagne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on a maintenant en Montagne, eh bien, un ustensile dans lequel on a cuit du lait de goy. Donc on a dit que le lait de goy, le lait qui a été trait par un goy, c'est interdit de le manger, on est d'accord? Selon tous les avis, c'est interdit de le boire ou de le manger. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, eh bien, tu as un ustensile dans lequel tu as fait cuire du lait de goy, ou bien tu l'as laissé macérer. Avant on a dit kavouche, kimvou, chal. Kavouche, kimvou, chal, c'est-à-dire Si on l'a laissé passer, c'est parce qu'il a été cuit. bravo.
C'est-à-dire que le processus de macération est égal au processus de cuisson. C'est-à-dire que finalement, au bout de 24 heures de macération, c'est comme si tu avais cuit un aliment. On avait parlé de la viande et le lait, d'une pomme de terre qui a été macérée avec un morceau de viande, pareil. Dans le lait, c'était exemple en long et en large. Et donc, à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, tu as laissé macérer l'ustensile, d'accord, le lait, donc goy, le lait pachamour, dans un ustensile. Alors cet ustensile, ou si tu as cuit dans cet ustensile, mais cet ustensile à Botaï, il ne sera pas cachère, il faudra le cachériser. C'est la même chose si tu as fabriqué un fromage à partir de ce lait qui n'a pas été chameau. Eh bien ce fromage aussi, on n'a pas le droit de le manger. Par contre, à Botaï, eh bien, un ustensile, de la même manière que le lait il est interdit, même les ustensiles dans lesquels il a cuit, sera assez interdit. Il faudra cachériser. Donc si vous avez utilisé un ustensile, une marmite, dans laquelle vous avez fait cuire du lait, il faudra cachériser cette marmite. Non seulement tu ne peux pas boire le lait, tu dois le jeter, mais en plus tu dois... Le lait pas chameau. Tu dis un fromage. Je parle pas du lait de truite. D'accord, je parle du lait de... Voilà. On devra donc cachériser la casserole. Exact. Donc. Il y a des gens qui mettent. Il y a du lin. Voilà, on va en parler Le fromage, c'est quoi? Vous savez s'ils ont fabriqué du fromage dans ces ustensiles, même si ça n'a pas été cuit? Non, si on a fabriqué un fromage cachère, c'est-à-dire qu'avec des ingrédients cachères, mais avec du lait qui n'ont chameau, le fromage aussi, on devra le jeter. C'est clair? Voilà. Mais tout ça, c'est seulement ça a été cuit, mais si c'est froid, ça marche? Non, c'est-à-dire tout ce qui est touché, tout ce qui est fabriqué, tout ce qui a... Si vous faites du fromage, on n'a pas besoin de le cuire, on le laisse fermenter. Et bien même ce fromage, on n'a pas le droit de le consommer. Pourquoi? Parce qu'il a été fabriqué à partir d'un lait qui n'a pas été cuit, qui n'a pas été chameau. Oui, c'est clair, Hana? Hana? Donc quoi? Donc selon ce que je viens de dire, Tamar, qu'est-ce qui se passe, Hana? Si on a fabriqué un aliment, d'accord, on a confectionné un aliment à partir du beurre d'un non-juif, du beurre qui a été confectionné par un non-juif. Est-ce qu'on a le droit de manger cette... Est-ce qu'on doit, pardon, cachériser cet ustensile? Donc je répète, vous avez cuit du beurre de goy dans un ustensile. Donc du beurre de goy cachère, hein, d'accord? C'est-à-dire avec des ingrédients cachères, mais ça n'a pas été surveillé. Est-ce que j'ai besoin de cachériser mon ustensile ou pas? Non. Oui. Pourquoi? Oui, non. Bah non. Non, si, ou non? Non, bah non. Chameau ou pas chameau? Oui ou non, je ne comprends pas. Non, quoi? On n'a pas besoin de quelque chose. Parce que si on peut le Pourquoi? manger, bah parce que c'est logique. Si on a le droit de manger. Si on a le droit de manger, pourquoi on devrait Bah non, on a dit pas chameau, on doit le manger. Khazak, j'ai compris. Je comprends ce que vous dites, Rana. Vous n'êtes pas trompé parce que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit avant. Mais si vous avez entendu ce que j'ai dit avant, on doit se tromper. Parce que je suis en train de dire que jusqu'à présent, tout ce qui est confectionné à partir du lait de goy, ce sera nécessairement la cachère. Pourquoi? Parce que si le lait il est interdit, ben, tout ce qui en découle sera interdit aussi. Donc l'ustensile, il faut le cachériser. Le fromage, on ne peut pas le manger. Donc selon cette logique, le beurre qui a cuit, d'accord, dans une marmite. D'accord, si ce beurre ne provient pas d'un khalaf chameau. Pourquoi pas le beurre? Parce que alors le beurre, on ne devrait pas le manger, non? On ne devrait pas pouvoir le cachériser. On devrait pardon, cachériser cet ustensile, on ne devrait pas le manger. Effectivement, donc vous avez donné la bonne réponse. Je vais expliquer à votre âge. Je vais expliquer la différence, il y a une différence. Et effectivement, eh bien, quand c'est du beurre qui a cuit dans une marmite, on n'a pas besoin de cachériser cette marmite. On va voir pourquoi, on n'a pas encore donné la réponse. C'est en fonction des habitudes de l'endroit. On verra. On va y arriver. J'ai pas encore donné la réponse, c'est juste, je fais l'indice. Là, je suis en train de parler maintenant des ustensiles dans lesquels on a fait cuire du lait et du beurre où on a fait du fromage. Oui, non. Juste, même si on doit, tout ce qui est des trucs des gars qui rentrent dans la marmite, on doit tremper. Mais c'est pas logique. Pourquoi? Dans ce cas-là, pourquoi on a le droit de manger dans ce cas-là? Manger quoi? Le beurre? Ouais, par exemple, le beurre, voilà. Et le lait? Et oui, si, bah oui. Le lait, on a le droit de le manger? Bah oui, il y a des arguments, le halal. Mais on s'en fiche qu'elle a été faite avec. Là, je parle pour l'instant de la halakha, qu'est-ce qu'on fait nous? Non, attends, oui, alors pourquoi si on met ça dans une marmite, pourquoi on a besoin de la tremper puisque bah oui, pour si on a le droit de manger, pourquoi on aurait... Je sais pas, genre c'est pas... Je comprends, pas tremper, cachériser, tremper c'est quelque chose. Oui, cachériser. Alors vous avez raison, pour ceux qui le mangent, effectivement, alors il n'y a pas besoin de cachériser. Mais je parle maintenant selon la halakha. Pour l'instant, on a vu le Shulchan Arour, c'est dans Maran, dans le Shulchan Arour, chapitre 115, Kouf Tetvav, c'est interdit. D'accord, pour l'instant, on n'a pas vu de permission. Donc pour l'instant, c'est interdit. D'accord? On va voir tout de suite s'il y a une exception à la règle. Mais pour l'instant, c'est absolument interdit. Donc on a dit à Bretagne,
que qu'est-ce qui se passe si maintenant, dans notre cas, on a mélangé du lait. Donc imagine-toi, tu as fait des pommes de terre et tu as versé du lait qui n'a pas été surveillé par un juif. Ok? Et ça s'est mélangé. Et après tu dis mince, mais c'est pas du lait chameau, ça c'est à mon employé, c'est à mon serviteur, c'est à mon homme de ménage. C'est son lait, je me suis trompé de lait. C'est la même boîte, d'accord? Tu dis si on a fait quoi? On a cuit du lait, pas chameau, avec un aliment, avec des pâtes. Ok? On va faire un béchamel, on va faire. Et voilà que ça s'est mélangé. Est-ce qu'on doit tout jeter maintenant, oui ou non? Mais c'est Bédiava. Bédiava, a posteriori, ça s'est mélangé, voilà maintenant. Je dois jeter ou pas? Bah, selon ça, oui, non? Bah, selon ce qu'on vient de dire, oui. Bah oui, c'est interdit. Très bien. On va selon les lois du 60. Il faut qu'il y ait au moins 60 fois plus que la quantité du lait. Le lait que le lait n'est pas cachère, bien son mélange, le goût qui s'en dégage ne sera pas cachère. C'est comme ça que ça marche. Donc les pâtes, on les jette. Donc les pâtes, on les jette, exactement. S'il n'y a pas plus qu'un 60, s'il y a plus qu'un 60. Ou le cachérisé. Et la casserole, La casserole, la cachérise, les pâtes, on les jette. Parce qu'il n'y a pas un 60. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant j'ai pas mis du lait, j'ai mis du beurre. D'accord? J'ai mis du beurre président. Et si moi je mange pas ce beurre président? C'est la question. Parce que si on mange, c'est certain qu'on en voit. On a quand même le droit. Bah oui, parce que alors si là, on mange pas, c'est une khumra. Alors c'est une khumra aussi, c'est interdit. Mais en tout cas, pour le beurre hôtel, on va selon la majorité. Il faut que la majorité soit cachère. À partir du moment où la majorité est cachère, donc des pâtes ou des béchamel ou je ne sais quoi, d'accord? Ou des pommes de terre. Et bien dans ce cas-là, tant que la majorité c'est des pommes de terre et c'est pas du beurre, alors ça sera cachère. À quel moment on va interdire? Quand la majorité c'est du beurre. Ok, Abotai? Ok, donc ce qu'on vient de vous dire, Abotai, c'est la halakha, c'est le Shulchan Aruch, c'est la Gemara. Maintenant on va voir l'avis du Rav Moshe Feinstein. Alors, le Rav Moshe Feinstein il va l'expliquer comme ça. Il vient te dire, écoute, il y a à notre époque des mesures d'hygiène qui sont imposées par le gouvernement. Le gouvernement Abotai, il est très mahmir, il est très très exigeant, d'accord, dans tout ce qui concerne la nourriture, pour ne pas arriver à toucher à des empoisonnements alimentaires, et à plus forte raison pour tout ce qui est le lait. Pourquoi, Tamar? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le lait? Tamar? Lequel? Qui se cache? Elle ne se cache pas, c'est moi qui la vois pas en fait. Qui c'est particulier dans le lait? Ouais. Il y a des mélanges, on a déjà vu. Il y a des quoi? Dans le lait. Non, ça se fait rond. Pourquoi pour le lait, le taille il y a encore plus? Macpil, il y a encore plus. Il y a beaucoup d'allergies, du coup, ils sont obligés de mettre du vrai de. Et ça fait des maladies. Vous êtes fort dans l'imagination, c'est bien, c'est bien. Bravo. Khazak. Bon, vous n'êtes pas trompé, Khazak. Mais il faut savoir, Botaï, que l'État, il va être extrêmement vigilant quant à aux aliments lactés. Pourquoi d'après aux aliments lactés? Parce que du lait à Botaï qui est resté, qui a tourné, c'est-à-dire que ça peut être en danger de mort de le boire. Si tu l'as laissé, je sais pas, pendant 48 heures sur une table, avec le soleil, et que ça va commencer à développer des bactéries, ça peut être en danger de mort. D'accord? Bon, à notre époque, le lait, de toute façon, il est toujours. Le foustar, il est toujours pasteurisé. Au général, on tue les bactéries au départ. Mais dès qu'il va tourner, ça va avoir un goût comme ça, chamout, ça va avoir un goût. Donc tu vas le sentir tout de suite qu'il va tourner. Mais si une personne, je sais pas, il comprend pas, il a pas de papille gustative, et il boit comme ça, il faut savoir que c'est un danger de mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est rempli de microbes. Et alors, l'État en Botaï, ils ont instauré de nombreuses mesures d'hygiène, de nombreux contrôles en laboratoire pour vérifier la qualité du lait. Et alors? Eh bien, viens le Rav Moshe Feinstein, il nous dit comme ça. Il dit, t'es là, il dit pourquoi on a besoin d'un khalaf chameau? Pour s'assurer qu'il n'y a pas de lait de chamel, du lait taref, du lait tamé qui a été adjoint à ce lait cachère. On est d'accord? Il dit là, qu'est-ce qu'il fait l'État? L'État, on a dit donc, ce sont des coopératives. Il y a des fermes de partout. L'État, il ne va pas se trouver. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des prélèvements et ils mettent en laboratoire et vérifient la qualité du lait. Parce qu'une fois de plus, si ça a tourné, s'il y a des bactéries, si les animaux n'ont pas été vaccinés, tout de suite, ils vont s'en rendre compte. Et alors, Rav Moshe Feinstein, il dit que les contrôles, ils sont tellement exigeants que, pour éviter donc des empoisonnements alimentaires, que l'État, il peut fixer des sommes astronomiques, des amendes,
Et même, il peut même prévoir la fermeture de cette usine. C'est-à-dire que pour ajouter quelques litres de lait, vous dire à M. Feinstein, le fermier, le producteur, il n'est pas fou. Il ne va pas maintenant perdre toute sa parnassa et rentrer presque en prison. Parce qu'on a dit c'est un aliment c'est un aliment de base, c'est une matière première. Quand c'est une matière première, l'État est beaucoup plus marmien. Si tu fais des bonbons, tu fais des jelly, tu fais toutes sortes comme ça de confiseries, tu fais ce que tu veux. Après c'est bon, c'est pas bon, ils vont dire enlève-le du marché. Mais quand c'est une base, une matière première, alors l'État il est extrêmement vigilant. C'est comme le pain, c'est comme l'eau, c'est comme le lait, comme tout ça au taille. Eh bien l'État il va imposer de très lourdes amendes jusqu'à la fermeture de cette usine. S'il ne rentre pas dans les critères hygiéniques. Et alors, comme ils vont faire maintenant tous ces contrôles en laboratoire, ils vont chez Feinstein, c'est comme s'ils avaient assisté à la traite. Pourquoi tu as besoin d'assister à la traite? Déborah, pourquoi on a besoin d'assister à la traite? Pour surveiller qu'il y a... Pour s'assurer qu'il n'y a pas eu aucun mélange. Le rajout. D'adjonction. On est d'accord? Et alors, si maintenant tu viens, tu fais une vérification en laboratoire, donc tu prends maintenant ton lait, tu le vérifies avec ton microscope. Donc tu vois exactement ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu peux te tromper? Non. Mais le taux d'erreur, il est trop bas. C'est-à-dire d'accord, c'est trop peu courant. C'est de plus en plus médouillac, exact, précis. C'est-à-dire en général, on ne peut pas se planter. Et alors? Eh bien, tout simplement, nous dit le Rav Moshe Feinstein que la parfaite connaissance des ingrédients vont donner, selon la halakha, le même titre et le même poids qu'une édoute, qu'un témoignage. C'est-à-dire que finalement, même si c'est fait a posteriori, c'est fait après coup, le fait de vérifier à l'usine, vérifier dans un laboratoire, va nous donner le même connaissance des événements que la présence du juif pendant toute la traite. C'est qui dit ça? Rav Moshe Feinstein. Alors, Moshe Feinstein, c'était le Gdolador aux États-Unis, à New York, et voilà qu'aux États-Unis, il faut savoir, nous on est à notre époque, en 2019, le monde aux États-Unis, le monde de la religion, c'est une bracha, ils sont très méchabim les juifs là-bas. Il y a comment ça s'appelle, même au gouvernement, il y a un truc juif, un hobby juif, c'est ça. Ils ont du poids énormément dès qu'il faut faire quelque chose. L'État il prend en considération, d'accord, ils détestent les Arabes et qui tournent là-bas, c'est un peu le paradis pour les juifs qui sont ingvar, ils sont à l'étranger, il vaut mieux être aux États-Unis qu'en France, d'accord. Et là-bas, en général, ils ont du poids, c'est-à-dire que à notre époque, j'allais dire, c'est plus facile d'être juif là-bas qu'en Pologne, on est d'accord, qu'en Russie. Par contre, il y a 60 ans à Boutaï, c'est-à-dire que c'était, quand ils sont sortis, ils sont partis de la guerre mondiale, ils se sont sauvés de la Shoah, ils sont arrivés aux États-Unis, et qu'il n'y avait pas un juif qui pouvait être sur la Shabbat, c'était pas possible, c'était pas concevable. Ils commençaient le travail le dimanche ou le lundi, le vendredi, où ils travaillaient, où ils étaient renvoyés. Et c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de quoi manger, c'était très très difficile. Dans tout ce climat difficile et de combat quotidien, le Rav Moshe Feinstein s'est levé et il se battait. Il a vraiment, là-bas, il a fait une révolution au niveau Yahadut. Bon, à tel point qu'à notre époque, c'est devenu, comme j'ai dit tout à l'heure, quasiment un paradis pour les juifs qui sont là-bas sur place, parce qu'ils n'ont pas de côté. C'est-à-dire que tu as dans tous les restaurants, tu as dans tous les supermarchés, il y a toujours Oyou de partout. Une fois, j'avais dit ça à ces trucs. Je dit, pourquoi en Europe? Parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement caduque le truc là, de la liste. Là, je crois que c'est Napoléon qui l'avait instauré, il y a 250 ans. Je me suis dit, il faut se mettre à la page. On n'a qu'à mettre un tout petit signe. Sur le paquet de chips, tu mets pas K pour pas que ça soit cher, tu mets un autre signe, tu mets une litre J, Z, on trouve un signe comme ça, et entre juifs, on va savoir que ça veut dire que c'est cachère. C'est bien, non? Comme ça, c'est aux États-Unis, tu vas dans tous les supermarchés, et tu sais, ça c'est acheté, je peux acheter, c'est parfait. C'est truc qui m'a dit, si on fait ça en France, il m'a dit, il y a tellement des fois de trucs avec les événements, et malheureusement là-bas les ennemis sont tellement virulents, ils disent qu'ils peuvent venir et brûler le franc-prix, comme ça tout d'un coup par haine. Ils ont fait ça plein de fois, ils ont boycotté des fruits ou des oranges qui venaient dans le truc, et les jetaient dans la rue, et les piétinaient, comme ça, parce que ça vient d'Israël, ou pour tous les génériques, vous savez, les génériques, les médicaments génériques, ils sont très forts en Israël pour ça. Teva, c'est mondialement connu, parce qu'ils prennent des médicaments, et ils le produisent, donc une fois, ils vont en laboratoire, ils vont voir tous les composants, ils vont refaire le même médicament qui va marcher tout aussi bien, mais qui va coûter le tiers moins cher, d'accord, ou la moitié moins cher. Et donc, Teva, et c'est arrivé en France, c'est pas passé, ils ont fait des manifestations, ils veulent pas des produits israéliens. Qui tournent en France, on ne peut pas savoir comment ils réalisent ces arbres. Des fois tout va bien, des fois le lendemain ils vont se retourner. Donc il m'a dit, si on écrit, on fait une indication sur le paquet de chips, il dit, demain ils vont venir, ça fait trop peur, ils ont peur de prendre ces nouvelles mesures, de peur que
En France, Comment ils vont agir? Ouais. mais il y a des cache-croûtes dans les. Ouais, il y a des petits rayons comme ça de cachère. Mais je parle maintenant moi, dans les. Pas cachère, d'accord? Vous allez dans un supermarché pas cachère. Il y a des rayons cachères, c'est vrai, mais je vous dis. Je dis dans les trucs, d'accord? Dans les. Je sais pas, les flots d'or. Les flots d'or. Ouais, un tout petit. Je n'ai pas dit fait en gros comme ça, sinon tu vas te faire attention, faut pas exciter les ennemis. Mais en tout petit, tu peux faire une petite indication. Même ça risque de mal passer. Au you là. Au lieu, ils essaient de le faire, c'est-à-dire c'est pas français comme idée, c'est américain. Quand ça vient des États-Unis, c'est plus facile à accepter. Quand ça vient de France, en général, ils ont toujours peur en général de consistance. En tout cas, attendez, juste j'explique la différence. Donc Rav Moshe Feinstein, il vient, il te dit sache que Rav Moshe Feinstein vient de dire aux États-Unis que le fait de connaître parfaitement tous les composants, comment tu connais tous les composants? Eh bien, en faisant donc des vérifications en laboratoire, d'accord? Eh bien, ça te permet de t'assurer qu'il n'y a eu aucune adjonction. On n'a rien rajouté, on n'a pas rajouté du lait ni de chamel, ni d'ânesse, ni de truie, ni de cochon, ni rien du tout. On est d'accord? Ça suffit ou pas? On est d'accord que l'État, tu veux dire l'État, c'est pas pour la religion qu'ils font ça, c'est juste pour des raisons eh bien, hygiéniques, pour des raisons de santé, ils vont être extrêmement vigilants. Donc je veux dire à Moshe Feinstein, le fait de connaître une chose, même si tu ne l'as pas vue, ça va avoir le même poids qu'un témoignage, qu'une édoute. Et il amène comme preuve à Botaï, il amène comme preuve, une preuve que j'ai déjà parlé une fois, hein, qu'est-ce qui se passe si deux témoins ils ont vu un homme et une femme, et la porte elle s'est fermée. D'accord? Et situation de Hirkoun. On a vu donc ce coup. Ou bien une jeune fille avec un homme, ou bien une femme mariée chez Mishmar avec un autre homme. On a vu que la porte elle s'est fermée. La halakha dit quoi? Qu'on considère que cet homme et cette femme, ils sont comme mariés. Pourquoi? Il faut faire attention. Imagine-toi, tu es dans une situation, le garçon il ferme la porte, il y a deux témoins derrière, ils vont dire c'est cette fille maintenant, c'est comme si elle était mariée avec le garçon. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Mais derrière une porte, s'il y a un moment de Yihoud, il y a une situation de Yihoud, c'est comme si c'était marié. C'est possible qu'il va falloir maintenant lui donner un guet à cette femme. Vous êtes d'accord ou pas? Je vous ai déjà expliqué que ça arrivait souvent malheureusement à Bnei Akiva. Bnei Akiva, c'est des moments de jeunesse comme ça. Un peu. Ils étudient un peu de Gemara et après ils sont entre garçon-fille, après ils prennent la guitare et ils sont sur un feu de camp. D'accord? Qui? Le grand-père du voisin. D'accord? Eh bien, en Botaï, il faut savoir que quoi? Que là-bas, comme ils apprennent la Gemara, qu'est-ce qui se passe? Alors, on apprend dans la halakha que dès que tu vas voir une fille, tu lui dis voilà, tu vois ce verre là, combien il coûte ce verre? Il coûte 5 agorotes ou pas? Ouais. Je lui dis, moi je te dis pas, mais quelqu'un il vient, il dit à une femme arrête mes coups d'échette libres, mais cause qu'elle Moshe Israël, devant deux témoins cachers. La femme elle est mariée, si elle a accepté, elle a pris le verre, elle a dit oui, même si elle n'a rien dit, c'est quoi? Elle a pris dans les mains, ça, elle met coups d'échette cette femme. Et il faut la divorcer. C'est-à-dire que si, soit ils vivent ensemble, et on dit Mazatov, je ne sais pas si on dit Mazatov, mais en tout cas, je faudrait dire Mazatov, soit elle ne veut pas vivre avec lui, et dans ce cas-là, il faut divorcer. Et malheureusement, ça arrivait souvent. Donc Nakia, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des trucs de coca, vous vous rappelez les anneaux? Quand on ouvre la canette, il lui disait comme ça devant deux témoins, ils avaient 15 ans, 16 ans. Et ils sont chômage Shabbat là-bas, les gens. Ça, c'est un problème parce qu'ils utilisent. Ils disaient ça pour rigoler? Pas toujours. Non, ils disaient, ouais, je sais pas, ils étaient dans un cours comme ça, ils disent voilà, arrête, il lui met le truc, et elle fait comme ça, devant deux hommes qui faisaient qu'à Shabbat, deux enfants de 13 ans, on peut en trouver des gens qui font Shabbat, ouais. Et bien il dit, maintenant cette fille-là, elle est mariée selon la halakha, et il faut la divorcer. C'est-à-dire que si maintenant ils veulent pas se vivre ensemble, elle doit recevoir un contrat de divorce, et sinon, si elle veut se marier avec un Kohen, elle ne peut plus se marier avec cette fille. Parce qu'elle est considérée comme étant une groucha. C'est terrible, mais ça arrive. C'est des cas qui sont malheureusement arrivés à plusieurs reprises. Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est la même chose si maintenant quelqu'un, il a fermé la porte, il se retrouve toute seule avec une fille, d'accord, qui n'est pas mariée, et qu'il y a deux témoins derrière la porte, et donc ils savent pertinemment que la porte a été fermée pendant, je ne sais pas, 5 minutes, eh bien ça y est, c'est considéré comme si c'était marié. C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et le loi de Yihoud, il faut les connaître, il faut les appliquer, et il faut être. C'est fait pour préserver une fille, pour préserver une femme. Et on peut se marier comme ça sans cérémonie? C'est-à-dire si on sait qu'on va se marier, quoi, que ça marche vraiment. Ouais, la cérémonie, c'est pour la photo. Non, mais c'est-à-dire celle avec juste deux témoins, quoi, on a le droit. Ouais, c'est permis. Et après, on peut refaire une cérémonie après, quoi, si on a envie, mais en gros, il n'y a pas besoin d'un. Ah,
Dubaï, de tous ces trucs-là. Non, la Ktouba c'est en plus, parce que la femme, pour acquérir une femme, on peut acheter ou bien par de l'argent, ça c'est de l'argent, ou bien par un contrat, on peut en faire un contrat, ou bien par le mariage, pour le soir, et ainsi de suite. Il y a 4 manières de pouvoir faire l'acquisition. Une des acquisitions, c'est avec de l'argent. Et chez Arafat, c'est obligé ou pas? Arafat, c'est en plus, c'est-à-dire c'est pour réjouir le Khatan el Affaire. Là, je pense pas que dans ces circonstances, on a besoin de les réjouir, parce que là, les parents, je crois qu'ils vont pas être très contents, d'accord, en général. Mais c'est en plus, c'est pour réjouir, pour les accompagner. Vous savez, ils sont déjà mariés. En tout cas, au taille, M. Feinstein nous dit, tu vois, quand il y a 2 témoins qui sont derrière la porte et qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, le fait de s'imaginer ce qui se passe, ça suffit. Le fait de prévoir ce qui se passe, ça suffit. Et donc, eh bien, ils sont considérés comme s'ils étaient mariés et femmes. C'est pour ça que Khidr Yichoud, et il reste dehors, et on considère comme ça de mariés et femmes. La même chose, on a dit, si c'est une femme mariée, chez Mishmor avec un autre homme, alors que Dieu préserve, ça y est, elle est. Vous savez, comme Sota, une femme Sota, c'est une femme. Le mari il a dit à sa femme, regarde, je veux pas que tu fermes la porte quand tu es au bureau. Il lui dit comme ça devant 2 témoins. Et après le soir, à nouveau, la porte elle s'est fermée, même si elle n'était pas au courant, elle n'a pas fait exprès. Le bien, Chazé Shalom, il y a l'indigne de Sota, c'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dire ça à sa femme, en tout cas pas devant 2 témoins, en tout cas lui dire, mais de faire attention. C'est pour ça qu'un mari doit vérifier que sa femme elle travaille. Il doit vérifier c'est qui les gens qui travaillent là-bas. C'est qui les hommes qui tournent autour. On ne peut pas savoir, on est dans une génération, tous les jours, j'entends des histoires. Quand je suis au Bédis, quand je fais les Torah, je deviens fou. Depuis 11 ans, je suis là-bas, depuis 11 ans, je suis encore. J'ai autant de frissons et de peine. Et à chaque fois que ça arrivait, la première fois que ça arrivait au Bet Torah, j'avais pleuré, je me rappelle. Et le Rav, c'était un très grand, il me dit, mais tu peux pas prendre ça à cœur. Je dis, mais c'est des filles d'Israël, quoi. Je peux prendre ça comme si c'était un cas de plus. Pas possible, je suis obligé d'en trembler. Et effectivement, au détail, c'est une génération dans laquelle il faut être très vigilant. Tu vas travailler dans un travail mixte, sache qu'il y a des dangers. Ah non, je suis une fille de Chira, je suis une fille de Noir, je suis une fille, je parle pas aux garçons. Mais sache qu'en te mettant dans une situation où il y a du travail mixte, genre des ans quand c'est des études, elle est partie vers des études, il y avait des garçons, mais c'était un très bon garçon. D'accord. Il y a un garçon, une fois, il m'a dit, il était ici à la Yeshiva, je suis parti en France, j'ai donné cours, il m'a dit oui, sachez que moi je suis à l'université en France. Mais les filles, elles viennent autour de moi comme si j'étais un arabe, elles me posent plein de questions tous les jours, elles veulent me parler, elles veulent me prendre conseil avec moi. Non, moi j'étais un rabbin beau gosse, j'ai les yeux bleus comme ça, sympathique, avec la petite barbe mal rasée, truc. Je lui dis, moi, tu crois que tu es un rabbin? Je lui dis, il faut que tu te préserves. Il m'a dit, non, mais ils ont des questions, je suis obligé de leur répondre. Je lui dis, mais t'es pas obligé de leur répondre, tu peux pas être la solution des problèmes de tout le monde. Soit d'abord, sauve-toi de la vera, prends verre, trouve-lui d'autres personnes, amène-les à des cours de Torah, donne-leur, indique-les, dirige-les, mais ne fais pas toi-même. En tout cas, Rabotai, Rav Moshe Feinstein dit clairement que le fait de connaître la composition d'un aliment va donner au niveau de la halakha le même din, le même titre que le fait de voir, de constater et d'être présent au moment de la traite. C'est comme si donc pendant toute la traite j'étais présent et j'ai vu ce qui s'y passait. Et donc Rabotai, eh bien Rav Moshe Feinstein nous dit comme ces usines elles sont passibles de très lourdes sanctions, d'accord, de très lourdes amendes, eh bien il n'y aura aucun intérêt à ce producteur vient de rajouter du lait d'animal impur. C'est pour ça que comme ils n'ont aucun intérêt et qu'ils ont tout à perdre, alors celui qui voudrait se montrer indulgent et s'appuyer sur la vérification du gouvernement aura sur qui s'appuyer. Comme ça nous dit le Rav Moshe Feinstein. Mais en réalité c'est un très grand chidouche. Pourquoi c'est un très grand chidouche? J'ai dit au début que voilà. Que Kol Xerat Talmud, si tu considères que le Chalav Akoum c'est un décret du Talmud, alors chaque fois qu'on va trouver maintenant des circonstances atténuantes ou des exceptions à la règle, je vais dire c'est bon, ça devient permis. Alors dans ce cas-là, c'est l'ouverture à la hiérarchie, à la débandade et maintenant à faire une Torah bien qui va être très fictive et que surtout qui ne va pas être une Torah de vie. Une Torah de vie, c'est une Torah qui dépasse le temps, qui dépasse l'entendement humain et qui va tout simplement, en dépit de tous les changements et de toute la progression de l'époque dans laquelle on vit, eh bien en dépit de tout ça, la Torah elle subsiste, la Torah elle reste, et la Torah eh bien, elle est immuable. C'est la raison pour laquelle en Bretagne, eh bien, beaucoup de poskim ne sont pas d'accord avec Moshe Feinstein. Alors Moshe Feinstein il vient comparer la vérification gouvernementale à la présence du juif pendant la traite. Ce n'est pas exactement la même chose, mais je répète. Nous dit, le Rav Moshe Feinstein lui-même, alors écoutez ce qu'il dit. Il dit que toutes, comme ça, il a écrit 7 tshuvot. Il a écrit 7 réponses à ce sujet. On connaît tous ce que je viens de vous dire, c'est connu, on a il est laquelle. Comme ça, on dit, mais en réalité, il a écrit 7 réponses.
Vous savez ce qu'il a écrit dans la dernière? Il dit Michéri Shamaim, il doit l'achmir. Clairement, lui-même, il écrit toute personne qui a la crainte divine, il doit interdire, il ne doit pas s'appuyer sur une telle coula, sur un tel allègement. On ne doit pas s'appuyer dessus du lui-même. D'accord? Il dit si maintenant, dans une région dans laquelle il est impossible, d'accord, c'est extrêmement difficile de se procurer du lait de juif, alors à ce moment-là, on aura sur qui s'appuyer, mais c'est Bedi Avad, et pour une personne, comme j'ai dit, eh bien, une personne qui ne s'appuiera pas sur cette permission. Il dit plus que ça. Il dit, si on considère que c'est une Xerat Talmud, comme j'ai dit, il y a beaucoup de poskim qui pensent que c'est une Xerat Talmud, c'est un décret du Talmud, alors le Rav Moshe Feinstein n'annule, comment dire, n'est pas du tout accepté, on n'est pas du tout d'accord avec son avis, parce que si tu dis que c'est un décret du Talmud, c'est fini, tu montes, tu descends, tu me prouves par 1001 chemins, une raison que ça n'a pas été, on n'a pas ajouté du lait extérieur, malgré tout, ça reste tout de même interdit, parce que c'est une Xerat Talmud. Je répète, certains considèrent que c'est une Xerat Talmud, d'autres que non, c'est interdit, comme on l'avait parlé la dernière fois, vous vous rappelez de faire du vélo pendant Shabbat, il y en a qui disent non, c'est interdit, parce que de peur qu'on arrive quand ça s'enraye. Ça, j'ai dit que c'était pas vrai, c'était pas écrit dans la Gemara. Et donc, certains veulent dire que c'est une Xéra du Talmud, donc le Rav Moshe Feinstein n'a pas lieu d'être. Si toutefois on considère que ce n'est pas une Xéra du Talmud, c'est juste une interdiction avec une explication, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, il y a lieu de se montrer plus indulgent, mais j'ai dit que lui-même, le Rav Moshe Feinstein, préconise de s'abstenir pour toute personne qui est irréchimée. Donc, en conclusion à Botaï, eh bien, on essaiera de se montrer rigoureux pour toute personne irréchamaï, et même pour des petits-enfants, qui ont des petits-enfants, ils n'ont pas tellement le choix, c'est plus compliqué pour eux, au contraire que plus tu as un petit enfant, plus la nourriture elle va avoir une grande influence sur toi au niveau spirituel. Au niveau rouhani, je vous ai dit à plusieurs reprises, que des fois tu as deux enfants qui ont la même hirat shamaï, qui ont la même intelligence, qui ont la même capacité, qui ont la même famille. Et l'un, il va avoir un amour de la Torah, il va vibrer quand il fera une misa. Tu as des gens, il faut une fila, tu vois, tout leur cœur, il s'exprime. Ou il faut une mitzvah, ils aiment la Torah, tu vois. Des fois, tu as des gens, tu vois, je vois des gens en cours, ils sont comme ça. Je dis, pourquoi tu la bouche ouverte? Elle dit, parce qu'il ne rentre pas par là, ça rentre par la bouche. C'est-à-dire que des fois, des gens, ils vibrent de toi. Et des gens, moi j'ai compris ça, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je vais faire le minimum syndical. D'où ça vient ça? Alors, le Harizal, il dit que très souvent, c'est dû à l'influence de la nourriture qu'eux-mêmes ont mangé ou que leurs parents ont mangé. Parce que ça influence dans la nourriture, on a dit, ça va créer, ça va fabriquer ton sang, tes entrailles, c'est à l'intérieur de toi. Ça fait une partie intégrante de toi. Donc si c'est pas quelque chose de intact, de irréprochable, il faut savoir que, eh bien, c'est plus compliqué. Donc je répète, même le Rav Moshe Feinstein qui le permet, c'est lui l'avis, permissive à ce sujet. Il écrit lui-même que toute personne qui est riche, c'est sa conclusion. Donc au bout de 7 réponses qu'il a données, au bout de la 7e, il a dit que toute personne qui est riche, il devra se montrer plus rigoureux et ne pas le permettre, c'est seulement en cas de nécessité absolue. Donc j'ai parlé, j'ai même pour des petits-enfants, on essaiera de les retenir. Maintenant, s'il n'y a pas le choix, pourquoi tu as un enfant, il ne boit pas d'autre lait que ça. Et il a besoin de ce lait. Même qui pour tu dois lui donner, c'est un piquoir nefesh. Alors dans ce cas-là, c'est là. Alors on n'a pas le choix. Et même si ce n'est pas piquoir nefesh réellement, mais qu'il y a une véritable nécessité médicale, alors effectivement, on va le permettre. On a dit c'est quoi nécessité médicale? On avait vu dans les lois de Bassar Bechalav, même un enfant qui est frêle, qui a vous savez, les os. Les os, c'est fin. Les personnes, des fois, ils tombent tout de suite, ils se cassent un os. Ça arrive chez il y a des gens, ils peuvent tomber 300 fois. Parce que souvent, il y a du calcium. Le calcium, ça provient du lait, et souvent, eh bien, ça va renforcer une personne. Donc là, tu as un petit enfant comme ça qui est tout frêle. Lui, je dois boire beaucoup de lait. Maintenant, il n'y a pas d'autre lait. Tu habites au Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas de lait de goy, de juif, il n'existe pas. Tu peux monter, descendre, mais il n'y en a pas. Alors, dans ce cas-là, comme c'est une nécessité médicale, je ne suis pas en train de dire que c'est piquoir nefesh. C'est pas qu'il soit pour mourir cet enfant, sinon c'est sûr que c'est permis. D'accord? Mais même si il y a une nécessité au niveau médical, au niveau il a besoin d'avoir un corps robuste et en bonne santé, et fort, alors dans ce cas-là, on pourra s'appuyer sur cette coula du Rav Moshe Feinstein, mais je répète, c'est un avis unique. Alors après, il y a d'autres poskim qui sont arrivés et qui se sont appuyés dessus. Mais nous, à Botaï, personne irréchamaï, elle devra les ahmir, comme il écrit dans Moshe Feinstein, toute personne qui a la hirat shamaïm devra éviter une telle coula, un tel agent. Oui, Betcheva. Juste une zéra une zéra shamaïm. Non, c'est pour ça que je dis, il y a certains, si on considère que c'est une zéra talmud, alors c'est fini. On ne peut rien faire. Mais si on considère que c'est pas une zéra talmud, alors en cas de nécessité et dans des circonstances bien particulières,
alors certains possibles dedans. Mais c'est plus facile de vérifier à la traite que de vérifier dans une usine. C'est-à-dire On a déjà en chimie, si on connaît la composition de l'aliment, Oui. alors c'est bon. Oui. C'est plus facile de vérifier la composition, enfin c'est plus facile de vérifier à la traite que tout se passe bien que la composition de l'aliment. Bon, c'est bien, mais non, techniquement, ouais, vous savez combien c'est compliqué d'avoir des chômerimes dans toutes les fermes de France? C'est compliqué quand même. Il faut aller dans toutes les fermes de France et avoir un chômeur du matin, ça commence à 4h du matin les trucs. Hein. Je connais des voisins moi qui sont chômerimes, ils m'ont dit ils vont à 4h, 5h du matin pour commencer à la traite, c'est compliqué. Il faut aller vraiment dans des patelins, c'est pas évident. Quoi. Donc aller dans une usine, d'aller dans une usine, faire des prélèvements, ça prend 3 minutes. Ils vérifient, dans une usine, ils vérifient 300 prélèvements à la fois, c'est tout, ils sont sûrs qu'il n'y a pas eu d'exemption. Donc techniquement, c'est sûr que c'est plus facile de faire des vérifications en laboratoire. En plus, c'est l'État qui le fait, ça ne coûte pas d'argent. Là, avoir un chômeur, ça me coûte de l'argent, je vais payer le billet d'avion, je vais payer le train, je vais lui donner un hôtel, ça coûte beaucoup plus cher finalement. Oui, L'État vérifie l'hygiène de l'aliment, il vérifie si ça va griller tout ça, mais si jamais il trouve qu'il y a un autre lait, ou même s'il a pris qu'une petite partie et que c'est une toute petite partie, que du coup on sent pas, je sais pas, même s'il trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas du lait de vache ou je sais pas quoi, il va pas le dire, parce que de toute façon ça le dérange pas. Vous avez raison, comme selon la loi, on va dire comme ça. Le goy, moi d'habitude, je lui donne aucune émanute, aucune crédibilité. Simplement dans notre cas, à nous, eh bien, le goy, c'est vrai que je ne le crois pas, mais il vient juste maintenant me témoigner ce qu'il a vu. Il vient dire voilà, j'ai vu un dessin avec un triangle, avec un isocèle et avec je le crois parce qu'il fait que décrire ce qu'il a vu. Là, c'est la même chose. Les vérifications en laboratoire, ça me donne une connaissance parfaite des ingrédients. Ça suffit. Il y a un qui est au courant de ce qui se passe en laboratoire? Bah, bien sûr, ouais. Je vous répète, s'il y avait un doute, s'il y avait une injonction quelconque, tout de suite il fait un l'usine, tout de suite, sur place. Donc, comme il n'y a aucun intérêt, on considère que le producteur, il a rien à gagner en rajoutant ces quelques litres de lait interdits. Et donc, on a la connaissance parfaite, comme si c'était une véritable doute, comme si c'était une véritable témoignage. Et donc, on peut s'appuyer dessus. De nos jours, tout est corrompu, on ne sait même pas si les gens... Non, pas quand c'est pas quand il y a des empoisonnements alimentaires, ils sont très vigilants, surtout comme je vous l'ai dit. Là, il s'agit d'une matière première. La matière première, c'est d'État. Vous savez qu'il y a des prix, même au niveau des prix. Vous savez que le beurre, le lait et le pain, c'est l'État qui donne le prix, vous savez ça? Mais du lait d'arable, c'est pas du poison? Non, c'est pas du poison, mais c'est interdit par la loi. La loi nous demande de donner à ces petits-enfants qui ont besoin de développement du lait de vache 100%, sans aucune injection. Même de l'eau, c'est interdit. Du lait, c'est interdit? Ouais, même de l'eau, c'est interdit.